Le jour de Noël, j'ai décoré la maison exactement comme mon mari l'aimait. Des lumières dorées sur le porche, nos vieilles décorations sur le sapin. J'ai préparé le meilleur repas que je savais faire. Un rôti de bœuf au romarin, une purée de pommes de terre à l'ail, et une tarte aux noix qui refroidissait près de la fenêtre. C'était mon premier Noël sans Henri. Il était décédé il y a 5 mois. Tout ce que je voulais, c'était avoir mon fils David et sa femme Mélissa à ma table. J'ai sorti la porcelaine, allumé les bougies et attendu. Mais au lieu du bruit de leur voiture dans l'allée, un coursier est monté sur mon porche avec une enveloppe. À l'intérieur, une note qui rendait une chose douloureusement claire. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient choisi d'être ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Le jeune homme ne devait pas avoir plus de 20 ans. Il portait un coupe-vent rouge, des gants fins et cet air impatient que prennent les gens quand ils ont encore 20 livraisons à faire avant de pouvoir rentrer chez eux. « Livraison pour Hélène Whitman » demanda-t-il, son regard passant par-dessus mon épaule pour apercevoir la chaleur de la maison. « Oui » dis-je, la voix basse. Il me tendit l'enveloppe, hocha la tête une fois et redescendit les marches du porche. Le crissement de ses chaussures sur le sentier givré fut le seul son jusqu'à ce que la faible toux du moteur de sa voiture l'emporte. L'enveloppe était chaude de ses mains, mais fine. Je savais, avant même de l'ouvrir, qu'elle ne contenait pas de bonnes nouvelles. Mes doigts s'attardèrent un instant sur le rabat. Je regardais les lumières enroulées autour de la rampe du porche, la douce lueur qu'elle jetait sur les marches saupoudrées de neige, et je pensais à la façon dont Henri se serait tenu juste derrière moi, curieux. Il voulait toujours savoir qui était à la porte. Je rompis le sceau. L'écriture de Mélissa, petite, avec des boucles parfaites, trônait au centre de la page. « Hélène, nous avons décidé de passer Noël chez ma mère cette année. J'espère que tu comprends. Affectueusement, Mélissa. » C'était tout. Pas de « Joyeux Noël ». Pas de « On se fait quelque chose la semaine prochaine ». Pas même un appel téléphonique avant l'arrivée du coursier. Comprendre. Je reculai dans le couloir, fermant la porte pour me protéger du froid. De là, je pouvais voir la salle à manger scintiller sous le lustre. Le rôti de bœuf reposait sur son plat, encore fumant. La purée de pommes de terre à l'ail était crémeuse et lisse dans son plat de service, avec un brin de persil qu'Henri aurait approuvé posé dessus. La tarte aux noix sur le comptoir captait la lumière de la cuisine. Sa croûte était parfaitement feuilletée. J'avais passé des heures sur tout cela, commençant il y a 2 jours à faire mariner le bœuf, préparant la tarte la veille et repassant la nappe qui ne sortait que pour les jours de fête. J'avais disposé la porcelaine, poli l'argenterie et plié les serviettes en petits éventails comme Henri le faisait toujours. Les bougies vacillaient doucement, leur lumière dansant sur les verres en cristal. C'était exactement le genre de Noël qu'Henri aurait adoré. Mais maintenant, il n'y avait que moi. Je me suis versé un verre de vin blanc, me suis assise en bout de table et j'ai essayé de manger. La première bouchée de rôti de bœuf était tendre, assaisonnée à la perfection, mais elle aurait aussi bien pu être en carton. Ma gorge s'est nouée à mi-mastication, et j'ai dû l'avaler avec une gorgée de vin. Après quelques bouchées, j'ai posé ma fourchette. La nourriture n'avait aucun goût. J'ai soufflé les bougies et rangé le repas dans des récipients. La tarte est restée dehors. Une partie de moi ne pouvait pas se résoudre à l'emballer. Peut-être que je m'accrochais à la vieille habitude d'Henri de laisser le dessert sorti au cas où quelqu'un passerait, mais personne n'allait passer. Je le savais. J'ai pris mon téléphone, plus pour me distraire qu'autre chose. Je n'attendais ni appel ni message. Ils avaient déjà fait leur choix. Pourtant, j'ai fait défiler l'écran. Et là, c'était la publication Facebook de la mère de Mélissa. Une longue table couverte de plats, des verres de vin captant la lumière. Des gens penchés les uns vers les autres, les visages illuminés de rire. Au bout de la table, David était assis à côté de Mélissa, sa main sur la sienne, souriant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. La légende disait, tellement reconnaissante d'avoir une maison remplie de familles ce Noël. Reconnaissante. Le mot s'est logé dans ma poitrine comme une pierre. Ils étaient reconnaissants pour la table qu'ils avaient choisie, mais pas pour la mienne. J'ai fixé la photo jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. J'ai repensé au matin de Noël où David était petit. Il nous réveillait à l'aube, dévalant le couloir en pyjama, l'odeur des brioches à la cannelle remplissant la maison. Henri était dans la cuisine, sortant les brioches du four, le sucre glace flottant dans l'air. Je lui lisais « La nuit avant Noël », près du feu la veille de Noël, sa tête lourde contre mon épaule. Pendant des années, notre maison était le lieu pour Noël.
Après que David se soit marié, j'ai essayé de partager le temps. Une année avec nous, une année avec eux. Mais lentement, une année est devenue. Peut-être qu'on passera, et puis on verra si on a le temps. Je me disais que c'était juste la vie. Les couples mariés se partagent les vacances et les gens sont occupés. Mais envoyer un coursier le jour de Noël, ce n'était pas de l'occupation. C'était un message. J'ai posé le téléphone, l'écran tourné vers la table, et je me suis adossée à ma chaise. La maison était trop silencieuse. J'entendais l'horloge du salon égrener chaque seconde, m'éloignant de plus en plus de la vie que j'avais eue. Le feu dans la cheminée crépitait doucement, mais le son semblait creux. J'ai regardé le sapin de Noël dans le coin. L'étoile dorée au sommet était celle que David avait fabriquée en CE2. Une pointe s'était cassée il y a des années, mais Henri insistait toujours pour la mettre bien en vue. « Elle est parfaite comme elle est », disait-il. Je me demandais ce qu'il aurait dit aujourd'hui. Peut-être m'aurait-il dit de laisser tomber, de profiter de mon dîner et de ne pas le prendre personnellement. Mais Henri lisait trop bien en moi. Il aurait su qu'il ne s'agissait pas du dîner. Il s'agissait de ce que cela signifiait. À un moment donné, je me suis levée et je suis allée dans le salon. Le fauteuil a grincé quand je me suis assise, à la même place où j'étais assise chaque soir de Noël depuis plus de 40 ans. Seulement maintenant, l'autre fauteuil, celui d'Henri, était vide. Son livre, avec ses lunettes de lecture posées dessus, reposait encore à côté, à moitié lu. Je n'avais pas eu le cœur de le déplacer. Dehors, une voiture est passée lentement sur la route mouillée, ses phares balayant le mur. Mon premier instinct a été de penser que c'était peut-être eux, changeant d'avis, mais la voiture a continué sa route. Je me suis penchée en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. J'ai essayé de me dire que ce n'était qu'un jour de fête. Mais au fond de moi, je savais que c'était plus que ça. Ce n'était pas un incident isolé. Cela couvait depuis des années, et Henri, s'il avait été là, me l'aurait dit. La note de Mélissa était toujours sur le comptoir où je l'avais laissée. Je suis retournée dans la cuisine et je l'ai reprise. Ses boucles et ses courbes semblaient presque joyeuses sur le papier blanc immaculé. Je les ai imaginées en train de l'écrire. David l'avait-il même vue avant qu'elle ne soit envoyée? Ou Mélissa s'était-elle occupée de la communication familiale comme elle le faisait toujours, lui épargnant l'inconfort de le dire lui-même? Le rôti de bœuf avait complètement refroidi maintenant. J'ai glissé les récipients dans le réfrigérateur, l'air froid s'échappant lorsque j'ai ouvert la porte. La tarte était toujours là, sur le comptoir, intacte. Je ne l'ai pas couverte. Je ne pouvais pas. Il était près de 21h quand j'ai renoncé à faire semblant de regarder la télévision. J'ai éteint les lumières du sapin, une guirlande à la fois, et j'ai descendu le couloir jusqu'à ma chambre. Sur la commode, il y avait une photo encadrée de notre dernier Noël avec Henri. David et Mélissa étaient venus cette année-là, bien qu'ils soient arrivés tard, déjà rassasiés d'avoir mangé ailleurs. Sur la photo, le sourire d'Henri était aussi chaleureux que jamais. David était poli. Je me suis assise sur le bord du lit, fixant cette photo jusqu'à ce que ma vue se brouille. Quand je me suis finalement couchée, l'espace à côté de moi était froid, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis avoué qu'ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient choisi la table de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Non pas que j'ai beaucoup dormi. Mes yeux étaient restés ouverts la majeure partie de la nuit, fixant le plafond tandis que les ombres des branches d'arbres se balançaient sur le mur. Les lumières du sapin de Noël étaient encore allumées dans le salon. J'avais dû oublier de les éteindre avant de me coucher. Elles jetaient une douce lueur sur les meubles, mais au lieu de donner une impression de chaleur, elles rendaient la maison immobile, comme l'immobilité d'une photographie, jolie mais figée. Je n'ai pas fait de café tout de suite. Mon esprit était trop agité pour rester immobile dans la cuisine. J'ai enfilé mon pull et je suis sortie. L'air matinal me mordait les joues, vif et froid, le genre de froid qui pique les poumons quand on inspire trop profondément. La pelouse portait encore le givre de la nuit dernière, les brins d'herbe soulignés de blanc, le bain d'oiseaux gelé. Henri commençait ses matinées ici, peu importe la saison. Il suivait le petit sentier de pierre jusqu'au jardin et vérifiait la mangeoire à oiseaux suspendue à l'érable près du bord du jardin. Je ne comprenais pas à l'époque. Pourquoi se donner la peine de nourrir les oiseaux en plein hiver? Mais il souriait et disait, « Parce qu'ils ont encore besoin de manger, Hélène, même quand personne d'autre ne regarde. » Je me suis retrouvée à suivre ce chemin maintenant. Mes mains enfoncées profondément dans les poches de mon pull. La mangeoire se balançait doucement dans la brise, vide.
Elle avait la forme d'une petite maison en bois avec un toit en pente. Le choix d'Henri, bien sûr. Il disait que cela permettait aux oiseaux de se sentir les bienvenus. Je ne sais pas pourquoi j'ai levé la main pour la vérifier. L'habitude, peut-être. Mais lorsque j'ai touché le cadre en bois, mes doigts ont effleuré quelque chose de coincé entre le poteau et le toit. Une enveloppe. Elle était si bien cachée que j'ai failli la manquer. Le papier était légèrement usé sur les bords, mais le rabat était toujours scellé. Mon nom était sur le devant, juste Hélène. Pas Hélène Whitman. Pas Madame Whitman. Juste la façon dont Henri l'écrivait toujours sur les cartes d'anniversaire ou les petits mots qu'il laissait sur le réfrigérateur. Son écriture m'a glacée. J'ai passé mon pouce sur les lettres comme si je pouvais le sentir en elles. Dans le coin, il y avait une date, près de 6 mois auparavant, une semaine avant sa mort. Ma respiration s'est accélérée. J'ai regardé autour de moi dans le jardin, comme si quelqu'un d'autre allait être là pour me dire quoi faire, mais il n'y avait que moi, le givre et le silence. Je l'ai ramené à l'intérieur, je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai fixé pendant ce qui m'a semblé une minute entière avant de l'ouvrir. Le papier à l'intérieur était plié soigneusement, une seule page. Pas de salutation, pas de « Joyeux Noël », juste droit au but dans l'écriture inimitable d'Henri. Si tu lis ceci, c'est que quelque chose que j'espérais ne pas voir arriver s'est produit. Va à mon bureau, dans le tiroir du haut. Il y a autre chose. C'était tout. Pas d'explication, pas de signature. La chaise a gratté le sol alors que je me suis levée et que je suis allée dans le bureau. Le bureau d'Henri était resté intact depuis le jour de son décès. Il y avait encore son pot à stylo, ses lunettes de lecture perchées sur une pile de livres de mots croisés et une petite coupelle en céramique pleine de trombones. Je me suis agenouillée et j'ai ouvert le tiroir du haut. Au début, tout ce que j'ai vu, c'était les choses habituelles, du papier à lettres, des blocs-notes et un paquet de timbres à moitié utilisés. Mais en passant ma main au fond, mes doigts ont accroché quelque chose. Scotché sous le tiroir se trouvait une autre enveloppe, celle-ci plus épaisse. Je l'ai décollée avec précaution. Une petite clé en laiton était attachée à l'extérieur avec un trombone. À l'intérieur, avec la clé, il y avait un document plié et une autre note de la main d'Henri. Hélène, si jamais David t'exclut, cela aura un sens. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin à l'endroit que cette clé ouvre. C'est à toi. Ça l'a toujours été. Tu ne le savais juste pas. Je me suis assise sur mes talons, le papier tremblant légèrement dans mes mains. Il savait. Il l'avait vu venir. Le document était un titre de propriété, d'aspect légal, avec mon nom imprimé en gras. L'adresse était une que je ne reconnaissais pas, quelque part dans une petite ville à environ 40 minutes de là. Belle vue. Je suis restée là à le regarder, essayant de reconstituer le puzzle. Nous n'avions jamais possédé de propriété là-bas. Henri ne l'avait jamais mentionné, pas une seule fois pendant toutes nos années ensemble. Pourquoi m'aurait-il caché un endroit? Et pourquoi le lier à David m'excluant potentiellement? J'ai tourné la clé dans ma main. Le métal était frais, lisse sur les bords, bien utilisé mais poli. J'ai pensé à appeler quelqu'un, peut-être Karl, mon voisin et vieil ami, mais l'idée d'expliquer tout cela au téléphone me semblait déplacée. C'était quelque chose que je devais voir par moi-même. J'ai posé l'enveloppe et la clé sur le bureau, je suis allée dans la chambre et j'ai sorti mon sac de voyage. Des vêtements de rechange, une lampe de poche, mon portefeuille et le thermos qu'Henri insistait toujours pour que je prenne lors de longs trajets. J'ai préparé un sandwich rapide, rempli le thermos de café et regardé l'horloge. Un peu après 9 heures, le soleil d'hiver était bas, mais les routes seraient assez dégagées. En fermant le sac, mes yeux se sont posés sur le fauteuil dans le coin. Drapé sur le dossier, il y avait le vieux gilet bleu d'Henri. Il le portait pour lire au lit, les manches retroussées, les lunettes perchées sur le nez. J'ai tendu la main et j'ai lissé le tissu. Tu avais tout prévu, n'est-ce pas? Dis-je dans la pièce vide. La route hors de la ville était calme. J'ai dépassé le lac gelé, la quincaillerie où Henri m'entraînait le samedi, et des kilomètres d'arbres nus se dressant comme des sentinelles le long de la route. Bellevue est apparue plus tôt que je ne l'avais prévu. Une poignée de petites boutiques, un restaurant et une station-service qui semblaient n'avoir pas changé depuis des décennies. L'adresse m'a conduite sur un chemin de gravier caché derrière une rangée de pins. J'ai ralenti pour lire les numéros cloués sur les boîtes aux lettres jusqu'à ce que l'un corresponde au titre de propriété. C'était une petite maison blanche avec des volets bleus et un porche en pierre. Pas délabré, mais pas tapac sans grave-l'œil non plus.
Le genre d'endroit qui semblait installé, comme s'il avait attendu. Je me suis garé dans l'allée. Les marches du perron ont grincé sous mes bottes alors que je les montais. Ma main s'est refermée sur la clé dans ma poche. Elle a glissé dans la serrure comme si elle y appartenait. Quand la porte s'est ouverte avec un déclic, j'ai hésité. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que j'entrais dans une pièce qu'Henri venait de quitter. À l'intérieur, l'air était tiède, légèrement parfumé au cèdre et à quelque chose de sucré, peut-être provenant des vieux meubles en bois. Tout était propre, soigné, comme si quelqu'un l'avait maintenu prêt. Dans le salon, une cheminée en bois supportait des photos encadrées. Henri et moi pour notre 35e anniversaire. Une autre de lui sur la plage, tenant ses sandales dans une main, ses cheveux fouettés par le vent. Et puis une que je n'avais jamais vue auparavant, Henri assis sur ce même porche, une tasse de café à la main, souriant à quelqu'un juste hors du cadre. Le canapé était du même style que celui que nous avions dans notre première maison. La bibliothèque contenait des titres que je reconnaissais, dans l'ordre exact où Henri les rangeait. Les polars sur l'étagère du haut, les livres de cuisine en bas. Sur la table basse, une note pliée reposait à côté d'un jeu de sous-verre. Je l'ai ramassé. Ceci est à toi, au cas où ils oublieraient un jour qui tu es. Pas de date, pas d'autres mots. Je me suis assise lentement, la note toujours à la main. Il ne parlait pas seulement d'une maison. Il parlait de moi, de ma valeur, de ma place dans cette famille. Et il avait construit quelque chose pour s'assurer que je ne l'oublie jamais. Je suis allée dans la cuisine. Les placards contenaient de la vaisselle soigneusement empilée. Le garde-manger était rempli de denrées non périssables, riz, pâtes et conserves de légumes. Le réfrigérateur était débranché mais propre. À l'intérieur de la porte du placard, il y avait une liste de courses écrites de la main d'Henri. Café, pain, œufs, sucre. 2 chaises étaient à la table de la cuisine, l'une avec un coussin qu'Henri avait cousu lui-même. J'ai tendu la main et j'ai touché le tissu, m'attendant à moitié à ce qu'il soit encore chaud. Au bout du couloir, j'ai trouvé 2 chambres. L'une avait un lit bien fait avec une couette pliée au pied. L'autre était principalement vide, à l'exception de quelques boîtes empilées dans le coin, étiquetées « Affaires d'Hélène ». Je ne les ai pas ouvertes. Pas encore. De retour dans le salon, je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre et j'ai regardé le jardin. Il y avait un nichoir à l'arrière, un autre banc sous ce qui devait être un parterre de fleurs au printemps. Le silence ici n'était pas comme le silence à la maison. Celui-ci était intentionnel, paisible. J'ai pensé à hier, à la note de Mélissa et à la photo sur Facebook. Ici, ces choses semblaient plus petites, comme si elles appartenaient à un autre monde. Henri avait su. Il avait vu la lente dérive, la façon dont les visites s'étaient raccourcies, la façon dont Mélissa répondait pour David plus souvent qu'il ne parlait pour lui-même. Et au lieu de l'affronter de front, il avait construit une sauvegarde. Il m'avait donné un endroit qui était à moi seul, un endroit que personne ne pouvait vendre ou réclamer sans mon accord. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, à regarder la lumière changer à travers la fenêtre. Finalement, je me suis levée, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je suis retournée en ville. La clé reposait dans ma poche, réchauffée par ma main. Je n'avais pas encore toutes les réponses, mais je savais une chose. Quoi qu'il arrive, je n'étais pas aussi seule que je le pensais. Le lendemain de la découverte de la maison, je ne pouvais pas me la sortir de la tête. Je me suis réveillée en pensant à la note sur la table basse, à l'écriture d'Henri sur la liste de courses à l'intérieur de la porte du placard. C'était comme s'il m'avait préparé une place là-bas sans jamais me le dire. J'étais rentrée chez moi la nuit dernière, mais je n'avais pas défait mon sac. La clé de la maison reposait sur la table de chevet, captant la pâle lumière du matin. Je l'ai prise, l'ai tournée dans ma main, sentant la douceur du laiton. La deuxième note d'Henri, celle sur « Si jamais David t'exclut », ne quittait pas non plus ma tête. Qu'avait-il vu exactement, et qu'avait-il mis d'autre en place que j'ignorais? J'ai fait du café, je me suis tenue près de la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé le givre fondre sur les bords de la pelouse. Mon regard s'est porté sur la maison voisine. Le vieux pick-up Ford de Carl Jenkins était dans l'allée. Carl était un vieil ami, un avocat à la retraite, le genre d'homme qui ne manquait jamais les mots croisés du dimanche et pouvait citer des statistiques de baseball d'il y a 30 ans. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre des documents juridiques ou me dire ce que pouvait signifier un titre de propriété caché, c'était bien lui. J'ai pris une longue gorgée de café, posé la tasse et attrapé l'enveloppe avec le titre de propriété sur le bureau d'Henri. Carl a ouvert sa porte, vêtu d'une chemise en flanelle et tenant une tranche de pain grillé à moitié mangé. « Hélène, dit-il, les sourcils levés.
Tu es debout de bonne heure. Tout va bien. Pas vraiment, dis-je. Tu as 1 minute. Il s'est écarté, m'invitant à entrer. Sa maison sentait légèrement la fumée de bois et le pain grillé beurré. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, le journal du matin soigneusement plié devant lui. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» demanda-t-il. Je posai l'enveloppe sur la table, la glissant vers lui. Il sortit le titre de propriété, ajusta ses lunettes de lecture et lut en silence un moment. Quand il a finalement levé les yeux, son regard était plus vif que je ne l'avais vu depuis des années. « Belle vue, dit-il. Joli petit coin par là-bas. C'est à ton nom seul. Aucun copropriétaire n'est mentionné. Tu étais au courant de ça avant ? J'ai secoué la tête. Jamais entendu parler avant hier. Karl tapota le papier. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Ton mari a mis cela en place pour que ce soit séparé, ce qui signifie, légalement parlant, que personne d'autre que toi n'a de droit dessus. Je me suis adossé. Pourquoi aurait-il fait ça ? Karl me lança un long regard. À ton avis ? Je n'ai pas répondu tout de suite. L'image de David et Mélissa à cette autre table le jour de Noël m'est revenue en mémoire. La note de Mélissa, la publication Facebook. Karl continua. Hélène, les gens ne cachent pas des actifs à moins de les protéger des impôts, des créanciers ou des conflits familiaux. J'ai froncé les sourcils. Des conflits familiaux. Il croisa les mains. Tu veux que je sois direct ? S'il te plaît. J'ai vu. Des cas où des enfants adultes ou leurs conjoints commencent à faire pression pour prendre le contrôle des biens une fois qu'un parent est décédé. Parfois, c'est par réelle préoccupation. D'autres fois, pas tant que ça. J'ai fixé le titre de propriété. Henri avait anticipé bien plus que je ne l'avais imaginé. Il y a plus, dis-je, sortant la plus petite note de l'enveloppe. Je la lui glissai. Karl la lut, puis s'adossa à sa chaise. Il s'assurait que tu aies des options. Cette maison est à toi. Sans condition. Si, Dieu nous en préserve, les choses se compliquent avec David, tu as un endroit où aller. Un endroit qu'ils ne peuvent pas toucher. J'ai expiré un souffle que je ne réalisais pas avoir retenu. Il l'a vu venir. Hélène, Henri était intelligent. Il a probablement remarqué des choses que tu ne voulais pas voir. J'ai pensé à toutes les fois où Mélissa avait parlé pour David. La façon dont elle avait suggéré qu'il s'occupe de mon courrier quand j'avais été opérée il y a quelques années. Comment elle avait proposé d'aider avec les factures quand Henri était à l'hôpital, une aide que j'avais poliment déclinée. Karl sirota son café. Tu devrais vérifier s'il y a plus. S'il s'est donné la peine de transférer un bien, il a peut-être mis en place d'autres protections. J'ai hoché lentement la tête. Je vais commencer par ces dossiers. Si tu as besoin d'aide, je suis là, dit-il. Et Hélène, n'attends pas trop longtemps. S'ils sont du genre à passer à l'action, ils ne resteront pas inactifs éternellement. J'ai quitté la maison de Karl avec un étrange mélange de gratitude et d'inquiétude. Gratitude pour la prévoyance d'Henri, inquiétude pour ce que cela impliquait au sujet de mon fils. De retour chez moi, je suis allé directement au bureau d'Henri. J'ai ouvert chaque tiroir, vérifié derrière les livres sur ses étagères et feuilleté son carnet d'adresses. Rien d'évident n'a sauté aux yeux. Pas d'autres clés, pas d'enveloppe cachée. Mais dans le tiroir du bas, sous une pile de vieux magazines, j'ai trouvé un dossier étiqueté de sa main, domestique, privé. À l'intérieur se trouvaient des copies de déclarations de revenus, des relevés d'assurance et une liste intitulée « Compte Hélène ». Certains portaient mon nom comme seul titulaire. Quelques-uns avaient été ouverts il y a seulement quelques années. Une entrée a attiré mon attention. Banton et associés. Fiducie 2941. À côté, une note entre parenthèses. Demandez à Karl si besoin. Banton et associés ne me disaient rien, mais le mot fiducie m'a fait marquer une pause. J'ai pris le téléphone et j'ai rappelé Karl. Jamais entendu parler de Banton et associés, ai-je demandé. Il y eut un bref silence, puis, oui. Gérard Banton, comptable de la vieille école. Il a travaillé avec beaucoup de mes clients au fil des ans. Pourquoi ? Son nom est dans un des dossiers d'Henri. Quelque chose à propos d'une fiducie à mon nom. Karl siffla à voix basse. Ça, c'est intéressant. Il est toujours en activité, en ville. Tu veux que je prenne un rendez-vous ? J'ai accepté. Karl a dit qu'il appellerait Banton et me rappellerait dans l'après-midi. Pendant que j'attendais, je suis retournée à la maison de Bellevue.
Cette fois, j'ai ouvert les boîtes étiquetées « Affaires d'Hélène ». À l'intérieur se trouvaient des albums photos, une collection des livres de cuisine préférés d'Henri et une petite boîte verrouillée. La clé n'était pas en vue. J'ai mis la boîte de côté, me notant mentalement de la vérifier plus tard. Dans la cuisine, j'ai préparé une cafetière en utilisant la vieille machine à filtre qui semblait venir de notre premier appartement. Je me suis assise à la table, la liste de courses toujours scotchée à l'intérieur de la porte du placard, et j'ai pensé à quel point tout cela semblait intentionnel. Henri n'avait pas seulement créé un plan de secours. Il avait construit un refuge. De retour à la maison, Karl a appelé juste après 15 heures. « Banton peut te voir demain matin, dit-il. Je lui ai dit que tu avais des papiers que ton mari avait laissés. Il avait l'air de savoir de quoi je parlais. Cette nuit-là, je suis restée au lit, retournant tout cela dans mon esprit. Une maison cachée, une fiducie privée. Les avertissements silencieux d'Henri étaient enveloppés dans des phrases simples. J'ai pensé à sa voix, calme, certaine, me disant « Si jamais tu as l'impression qu'il te pousse dehors, tu sauras où aller. » Je n'avais pas compris à l'époque. Maintenant, je comprenais. Au matin, j'étais prête. Je me suis habillée avec ma plus belle veste, non pas parce que j'avais besoin d'impressionner Banton, mais parce que je voulais entrer en ayant l'air d'une femme qui contrôlait encore sa propre vie. Le bureau se trouvait dans un modeste bâtiment en briques au-dessus d'une boulangerie. L'odeur de pain frais montait dans l'escalier alors que je grimpais. La réception était simple, 2 chaises, un bureau et un mur de classeur. Gérard Banton lui-même est venu m'accueillir. Il avait la soixantaine avancée, mince, avec des yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique. « Madame Whitman, » dit-il en me serrant fermement la main. « Entrez donc. » Son bureau était bordé de bibliothèques, chacune remplie de classeurs étiquetés par année. Nous nous sommes assis à une petite table près de la fenêtre. « Je crois comprendre qu'Henri vous a laissé des documents, » commença-t-il. Je lui ai tendu le dossier. Il a feuilleté les pages, hochant la tête à certains endroits. « Oui, c'est bien ce que je pensais, » dit-il finalement. « Votre mari a créé une fiducie privée à votre nom il y a environ 5 ans, distincte de tout compte joint. Il était très clair sur les termes. Elle est uniquement sous votre contrôle, sans autre fiduciaire que vous. » J'ai cligné des yeux. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Il sourit légèrement. Il a dit qu'il ne voulait pas que vous pensiez en avoir besoin, que c'était juste une mesure au cas où. Je me suis adossée, laissant cela s'imprégner. De combien s'agit-il? Banton nomma un chiffre qui me coupa le souffle. C'était plus que ce que j'avais imaginé, assez pour me mettre à l'abri pendant des années, quoi qu'il arrive. Il a également laissé des instructions, continua Banton. Il a dit que si les circonstances changeaient ses mots, pas les miens, et que vous vous sentiez sous pression ou exclu, je devais vous expliquer la fiducie en détail. J'ai pensé au jour de Noël, au coursier, à la table vide, à la publication Facebook. Eh bien, dis-je doucement, je suppose que les circonstances ont changé. Banton hocha la tête. Je vais préparer les documents d'accès. En attendant, vous voudrez peut-être réfléchir à la façon dont vous voulez gérer les choses avec votre famille. J'ai eu un petit rire sans joie. C'est la question à $1 million. Quand j'ai quitté le bureau de Banton, l'air d'hiver semblait plus vif. Mais dans ma poche se trouvait le poids de la certitude. Pas seulement la clé de la maison, mais la connaissance qu'Henri m'avait donné quelque chose d'intouchable. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus sur la défensive. Je me sentais prête. 3 jours après ma rencontre avec Banton, j'étais dans la cuisine en train de faire du café quand j'ai entendu des pneus crisser sur le gravier devant la maison. C'était en milieu de matinée, une heure où mon allée est habituellement vide. À travers la fenêtre au-dessus de l'évier, j'ai aperçu un SUV argenté qui se garait. Le SUV de David. Ma prise sur la cafetière s'est resserrée. Je l'ai posé, me suis essuyé les mains sur un torchon et je suis allé à la porte d'entrée. On a frappé juste au moment où je posais la main sur la poignée. 3 coups brefs, puis le silence. J'ai ouvert la porte pour voir David debout sur le porche, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Il m'a offert un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. « Salut, maman !» Derrière lui, sur le siège passager du SUV au ralenti, Mélissa était au téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux. « Qu'est-ce qui t'amène ?» demandai-je, en gardant une voix neutre. Il a piétiné sur place. « Je pensais passer te voir. On ne s'est pas parlé depuis Noël. » Je me suis appuyée sur le cadre de la porte.
On aurait pu parler à ce moment-là, si tu avais été là. Une lueur d'inconfort a traversé son visage. Ouais, à propos de ça. La mère de Mélissa. Eh bien, c'était plus simple cette année, c'est tout. J'ai levé la main. Pas besoin de t'expliquer. J'ai lu la note. Il s'est raclé la gorge. D'accord. Bon, de toute façon, je voulais aussi prendre de tes nouvelles, voir comment tu vas, et peut-être parler de certaines choses. Des choses. Oui, tu sais, les affaires de papa, les comptes. J'étais dans le garage l'autre jour, je cherchais cette vieille canne à pêche, et j'ai vu des boîtes avec des papiers. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'un coup de main pour trier tout ça. Voilà. La vraie raison. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste observé, comme on observe un adversaire aux échecs faire son premier coup. Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai besoin d'aide pour ça? Ai-je demandé. Il a hésité, a jeté un coup d'œil en arrière vers le SUV. Eh bien, tu as beaucoup de choses à gérer, et Mélissa et moi on s'est dit qu'on pourrait peut-être t'aider à gérer les choses, juste pour être sûr que tout est en ordre. Pour qui? Il a cligné des yeux. Pour toi, bien sûr. Pour tout le monde, en fait. Je me suis reculé de la porte, lui faisant signe d'entrer. Il est passé devant moi pour entrer dans le salon, regardant autour de lui comme s'il le voyait pour la première fois. Ça n'a pas changé, dit-il. Certaines choses n'ont pas besoin de changer, répondis-je. Nous nous sommes assis, moi dans mon fauteuil, lui sur le canapé. Il y avait un espace entre nous, le genre que l'on peut sentir même quand on n'est qu'à quelques mètres l'un de l'autre. Alors, dis-je, dis-m'en plus sur cette aide que tu proposes. Il s'est agité de nouveau, posant ses coudes sur ses genoux. On pense juste que ce serait bien de, tu sais, consolider les choses, rationaliser, peut-être déplacer certains comptes. On a lu des articles sur la vulnérabilité des personnes âgées face aux erreurs ou aux arnaques. J'ai laissé le silence s'installer un peu plus longtemps que confortable. Les personnes âgées, hein? Je ne voulais pas dire. Non, je pense que si. Je me suis penché en avant. Dis-moi quelque chose, David. Savais-tu que Mélissa a imité ma signature sur un chèque de 15 000 € il y a quelques années? Sa tête s'est redressée d'un coup. Quoi? Ne mens pas. Je sais que c'est allé à un entrepreneur dans le Tennessee pour l'un de ses projets de location. Il a détourné le regard, la mâchoire crispée. C'était une réponse suffisante. Tu ne venais pas prendre de mes nouvelles, dis-je doucement. Tu venais vérifier ce que j'ai. Maman, ce n'est pas comme ça. Pour toi, peut-être pas. Mais de mon point de vue, ça ressemble beaucoup à une tentative de prise de contrôle avant d'y être invité. Il s'est passé une main sur le visage. On ne veut juste pas que les choses deviennent compliquées plus tard. Compliquées pour qui? Il n'a pas répondu. Par la fenêtre, Mélissa était toujours dans le SUV, son téléphone collé à l'oreille. Elle n'avait pas regardé la maison une seule fois depuis leur arrivée. Elle ne rentre pas, demandai-je. David secoua la tête. Elle a pensé que ce serait mieux si je te parlais seule. Elle a probablement peur que j'en dise trop. Il fronça les sourcils. Tu te fais des idées. Je me suis adossée. Non, je commence enfin à y voir clair. J'ai laissé cela planer entre nous. L'horloge sur le mur battait doucement. Je n'ai besoin d'aucune aide pour gérer quoi que ce soit, dis-je enfin. Ton père s'en est assuré. Son regard s'est aiguisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai tout ce dont j'ai besoin, et j'ai l'intention de le garder ainsi. Une seconde, j'ai cru qu'il allait insister, mais ses épaules se sont affaissées. On veut juste être sûr que tu vas bien. Je vais bien, dis-je pour la première fois depuis un moment. Il se leva, lissant le devant de sa veste. D'accord, alors à bientôt. Je l'ai suivi jusqu'à la porte. Dis bonjour à Mélissa de ma part. Il a hoché la tête, est sorti sur le porche et est retourné au SUV. Mélissa s'est penchée pour lui dire quelque chose alors qu'il montait. Le moteur a vrombi et ils ont reculé hors de l'allée sans un autre regard pour la maison. Je suis resté là un instant, regardant les feux arrière disparaître au bout de la rue. Puis j'ai fermé la porte. La maison était de nouveau silencieuse, mais ce n'était pas le même silence que le jour de Noël. C'était un silence empreint de compréhension, sur ce qu'il voulait et sur jusqu'où j'étais prête à aller pour protéger ce qu'Henri m'avait donné. Je suis allée au bureau, j'ai ouvert le tiroir et j'ai regardé la clé de la maison qui s'y trouvait. Le simple fait de l'avoir m'a apaisée. J'ai repensé aux mots de Banton.
Vous voudrez peut-être réfléchir à la façon dont vous voulez gérer les choses avec votre famille. Je connaissais déjà la réponse. Prudemment, et selon mes propres termes. J'ai passé le reste de l'après-midi à parcourir à nouveau les dossiers d'Henri, cette fois avec un œil plus affûté. Dans un dossier, j'ai trouvé une liste de contacts, des gens que je reconnaissais et d'autres non. À côté du nom de Karl, il avait écrit « digne de confiance ». À côté de celui de Banton, « confidentiel », et à côté d'un nom que je ne connaissais pas, de la Morgane, il avait simplement écrit « en cas de problème ». J'ai pris note de demander à Karl qui elle était. Ce soir-là, assise dans le fauteuil, le feu crépitant doucement, j'ai réalisé quelque chose. David et Mélissa n'allaient pas s'arrêter à une seule visite. Ce n'était que le premier test, pour voir si je les laisserais entrer. Les laisserais commencer à réarranger les choses sous prétexte de m'aider. Ils reviendraient, et quand ils viendraient, je serais prête. C'est le premier jeudi de janvier que j'ai remarqué la berline noire. Pas garée, pas en mouvement, juste au ralenti sur le trottoir en face de ma boîte aux lettres. Au début, j'ai pensé à une erreur de livraison. Mais plus elle restait là, plus j'avais l'impression qu'elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Je suis sortie sur le porche avec mon café, faisant semblant de ne pas la regarder directement. Un homme en manteau sombre était assis au volant, la tête baissée, comme s'il lisait quelque chose. Les vitres étaient juste assez teintées pour que tout cela semble délibéré. 5 minutes passèrent. Finalement, il est parti sans même un regard pour la maison. Ça ne me plaisait pas. À midi, j'avais enfilé ma veste et je marchais le demi-pâté de maison jusqu'à la quincaillerie de Karl. Karl avait été la référence d'Henri pour chaque projet de bricolage pendant 30 ans, et la mienne depuis 5 mois. Il connaissait du monde. La cloche au-dessus de la porte a tinté quand je suis entrée. « Hélène », dit-il de derrière le comptoir. « Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. »« Ouais, eh bien », dis-je en m'appuyant sur le comptoir. « J'ai vu quelque chose ce matin qui ne m'a pas plu. Je me suis dit que tu saurais peut-être si quelqu'un a posé des questions sur moi. » Il haussa un sourcil. « Comment ça ?» Une berline noire est restée garée devant pendant un moment. Le type à l'intérieur n'est pas sorti, n'a pas frappé, il a juste attendu. Karl fronça les sourcils. « Pas une plaque que je reconnais, mais tu sais, David est passé ici il y a 2 jours. » Je gardai une expression neutre. « Pourquoi faire ? » Quelque chose à propos de ton besoin d'aide pour te débarrasser de vieilles affaires. Il voulait savoir si j'avais une remorque pour les transporter. Il a dit que tu allais probablement réduire ton espace de vie bientôt. Réduire mon espace ? C'est un mot qu'on utilise quand on vide la maison de quelqu'un. Tu lui as dit quelque chose ? Demandai-je. Karl secoua la tête. Je lui ai dit que si tu avais besoin de mon aide, tu m'appellerais toi-même. Bien. Je pris une grande inspiration. Tu te souviens de ce nom qu'Henri avait dans ses papiers, de la Morgane ? Karl hocha lentement la tête. Oui. Tu penses l'appeler ? Je pense que j'ai besoin de savoir pourquoi Henri a écrit en cas de problème à côté de son nom. Karl se pencha sous le comptoir, sortit un vieux Rolodex et le feuilleta jusqu'à trouver une carte. Il me la glissa. Elle est en ville. Elle dirige une petite société de conseil privé. Planification successorale, résolution de conflits, ce genre de choses. Pas bon marché, mais c'est le genre de personne qui sait ce que les gens valent avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. J'ai mis la carte dans ma poche. Merci, Karl. Avant que je ne parte, il ajouta. Hélène, si David prépare quelque chose, il ne le fait pas seul. Fais attention à toi. J'y compte bien. Cet après-midi-là, j'ai appelé le numéro. Une voix de femme a répondu, calme, précise, purement professionnelle. Morgane Consulting. Est-ce que je parle à de la Morgane ? Mon nom est Hélène Whitman. Vous ne me connaissez pas, mais vous connaissiez mon mari, Henri. Il y eut une pause. Ah, Hélène. Oui, je connaissais Henri. Il était très clair sur le genre de femme que vous êtes. Je ne savais pas si c'était bon ou mauvais. Il avait votre nom dans ses papiers. Il a dit en cas de problème. Eh bien, je pense que les problèmes frappent à la porte. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain matin dans un petit café sur la rue principale. Della était déjà là quand je suis arrivée, assise dans une banquette d'angle avec un carnet en cuir et une tasse de thé. Elle avait la 50aine, le regard perçant, le genre de personne qui remarque tout et ne dit que ce qu'elle veut dire. « Hélène », dit-elle en se levant pour me serrer la main. « Je suis désolée pour votre perte. »
Merci. Nous nous sommes assises. Vous avez dit que les problèmes frappaient à la porte, commença-t-elle. Racontez-moi. Alors je l'ai fait. Noël, la note, la visite de David, le chèque falsifié que j'avais découvert des mois plus tôt, et maintenant la berline noire. Elle a écouté sans m'interrompre, griffonnant une note occasionnelle. Quand j'ai fini, elle a dit, votre fils et sa femme se positionnent. D'abord socialement, en sapant votre indépendance dans la conversation, puis financièrement, en cherchant à accéder aux comptes, aux biens, ou en créant la perception que vous ne pouvez pas les gérer. J'ai hoché la tête. Et cette berline pourrait être un détective privé, pourrait être un acheteur. Quoi qu'il en soit, c'est lié à eux. Les gens ne se garent pas simplement devant chez vous sans raison. Je me suis penchée. Henri vous faisait confiance, alors je vais vous le demander directement. Que feriez-vous? Elle a tourné une page de son carnet. Protéger le périmètre, verrouiller les actifs et créer une trace écrite qui montre non seulement que vous êtes compétente, mais que tout changement à partir de maintenant est votre choix et le vôtre seul. Nous avons parlé pendant 1 heure, passant en revue les détails, les titres de propriété, les signataires des comptes, même la maison qu'Henri avait laissée dans son testament. À un moment donné, elle a demandé « Est-ce que quelqu'un d'autre que David et Mélissa est entré dans la maison depuis le décès d'Henri ?» J'ai réfléchi. Une seule fois. Un homme prétendant être de la compagnie d'électricité a dit qu'il devait vérifier le compteur à l'intérieur. Je l'ai laissé entrer, mais il ne s'est jamais approché du compteur. Le stylo de Della s'est immobilisé. Et vous n'avez pas appelé la compagnie pour vérifier? Non. Elle secoua la tête. C'est une intrusion. À partir de maintenant, personne n'entre sans rendez-vous et une pièce d'identité que vous avez confirmée vous-même. Quand nous avons quitté le café, elle m'a tendu sa carte. Hélène, je travaille pour des clients, pas pour des familles. Cela signifie que je ferai ce qui doit être fait, même si cela déplaît. C'est exactement ce que je recherche. Sur le chemin du retour vers ma voiture, j'ai vu une berline noire garée quelques places plus loin. Pas la même que celle de ma rue, mais assez similaire pour me donner la chair de poule. Je n'en ai pas parlé à Della. Pas encore. De retour à la maison, j'ai immédiatement suivi ses conseils. J'ai changé les serrures. J'ai déplacé certains dossiers du bureau vers une boîte verrouillée dans le grenier. J'ai appelé la banque pour mettre à jour les alertes de compte afin d'être averti de toute activité inhabituelle. Ce soir-là, en triant à nouveau les dossiers d'Henri, j'ai trouvé quelque chose que j'avais manqué auparavant. Une enveloppe scellée avec mon nom, de sa main. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, une seule page. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as vu ce que j'ai vu venir. Fais confiance à Della. Et n'aie pas peur de les laisser penser qu'ils gagnent, jusqu'à ce que tu sois prête à leur montrer qu'ils n'ont pas gagné. Je suis restée assise là pendant un long moment, le feu mourant dans l'âtre, pensant à quel point ils m'avaient bien connue, et eux aussi. Dehors, quelque part dans la rue, un moteur a tourné au ralenti quelques secondes avant de s'évanouir dans le lointain. Les problèmes ne faisaient plus que frapper. Ils tournaient en rond, et je venais de trouver ma première véritable alliée. Tout a commencé par un coup à la porte, pas le genre poli à 3 petits tocs. Celui-ci était sec, officiel. J'ai ouvert pour trouver un homme en coupe-vent beige tenant un porte-bloc. « Madame Whitman ?» demanda-t-il. « Oui. Je suis ici pour vous remettre un avis du tribunal judiciaire. Vous devriez le lire attentivement. » Il me tendit une enveloppe épaisse et s'éloigna sans attendre de signature. À l'intérieur se trouvait une requête. Une requête en mise sous tutelle. Ma tutelle, déposée par David Whitman et Melissa Whitman. J'ai lu les lignes 2 fois, puis une 3e fois. Ils prétendaient que je n'étais plus capable de gérer mes affaires personnelles ou financières en raison d'une baisse des fonctions cognitives. Ils avaient listé des exemples, une facture d'électricité impayée, une confusion avec les mots de passe bancaire, et un incident où j'aurais laissé la cuisinière allumée. La moitié était des mensonges. L'autre moitié, des demi-vérités étirées jusqu'à se briser. J'ai appelé Della immédiatement. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Ils ont agi plus vite que prévu, dit-elle après que je lui ai lu le premier paragraphe. Les requêtes en tutelle peuvent être dangereuses. Elles sont plus faciles à obtenir que la plupart des gens ne le pensent, surtout si le tribunal croit que vous êtes isolé. Je ne suis pas isolé, dis-je. Non, mais ils construisent une image où vous l'êtes. Et à moins que nous ne prenions les devants, cette image devient la réalité aux yeux du tribunal. À midi, j'étais assise dans son bureau.
La requête était étalée sur son bureau. Ils ont même mentionné la maison de Bellevue, dis-je en tapotant la dernière page, prétendant qu'elle risque d'être négligée si elle reste sous mon contrôle. Della prit une petite note dans son carnet. Il ne s'agit pas seulement de votre indépendance. Ils veulent débloquer les actifs liés à cette maison, probablement comme garantie pour autre chose. Elle se leva, se dirigea vers un classeur et en sortit un dossier. Voici ce que nous allons faire, dit-elle. Nous allons créer notre propre trace écrite. Un certificat médical prouvant que vous êtes compétente, des relevés documentés de la gestion de vos comptes, et des témoins qui peuvent attester de votre clarté d'esprit et de votre capacité de décision. Je fronçai les sourcils. Des témoins. Oui. Des gens qui peuvent dire qu'ils vous ont vu lire des contrats, faire des achats et gérer des biens sans assistance. Chaque petit détail compte. Si nous donnons au tribunal une pile de preuves plus épaisse que la leur, nous gagnons avant même que l'audience ne commence. Et si nous perdons? Son regard croisa le mien. Alors vous perdez le contrôle de tout. Mais nous n'allons pas perdre. Le premier arrêt fut la banque. Je connaissais la directrice, Madame Alvarez. Henri et moi avions fait affaire avec elle pendant des années. Elle m'a accueilli avec sa chaleur habituelle. Hélène, que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de copies de mes relevés des 6 derniers mois, dis-je. Et de tout document montrant que j'ai géré les transactions personnellement. Elle jeta un coup d'œil à Della, puis de nouveau à moi. Y a-t-il un problème? Un problème de famille, dis-je simplement. Et j'ai besoin de montrer que c'est toujours moi qui tiens la barre. Elle hocha la tête. Vous venez ici chaque mois pour faire des dépôts vous-même. Je peux imprimer un relevé qui le prouve. Ça aidera. De la banque, nous sommes allés au cabinet du docteur Keller. Le médecin d'Henri, mon médecin aussi. Il m'a fait un examen rapide, réflexe, question de mémoire et un petit test d'écriture. Quand ce fut terminé, il s'adossa à sa chaise. Hélène, vous êtes aussi vive que je ne vous ai jamais vue. Je vais rédiger une lettre certifiant que vous avez toutes vos capacités cognitives. C'est exactement ce dont j'ai besoin, docteur. Sur le chemin du retour, Della dit, maintenant, nous avons besoin de témoins en dehors de votre cercle. Des voisins, des commerçants, toute personne qui a interagi avec vous dans un cadre professionnel récemment. J'ai réfléchi un moment. Il y a Eliane à la quincaillerie et Raj à l'épicerie. Je gère toutes mes commandes depuis le décès d'Henri. Parfait, dit Della. Nous obtiendrons leurs déclarations par écrit. Plus elles sont variées, mieux c'est, ce qui rendra plus difficile pour David et Mélissa de prétendre à un parti pris. Nous nous sommes d'abord arrêtés à l'épicerie. Raj est sorti de derrière le comptoir, s'essuyant les mains. Hélène, comment va la maison? Assez bien, dis-je. Écoute, j'ai une faveur à te demander. Quand je lui ai expliqué, son expression s'est durcie. Ils essaient de prendre le contrôle de votre vie. Ce n'est pas juste. J'écrirai tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes ici chaque semaine avec une liste, vous comparez les prix, vous repérez les erreurs. Vous êtes plus affûté que la moitié des gens que je sers. J'ai souri. Merci, Raj. À la fin de la journée, nous avions 6 mois de relevés bancaires, une lettre du médecin certifiant ma compétence et 3 attestations de témoins de personnes avec qui je faisais affaire. Della empila les papiers proprement. C'est un début. Maintenant, nous devons déposer notre réponse à la requête et joindre tout cela comme pièce à conviction. Quand est l'audience? Dans 2 semaines, dit-elle. Mais ils recevront une copie de notre réponse dans 5 jours. C'est là qu'ils réaliseront que vous ne vous laissez pas faire. Cette nuit-là, je me suis assise près du feu à nouveau. La lettre d'Henri toujours dans la boîte verrouillée à l'étage. J'ai pensé à la phrase qu'il avait écrite. N'aie pas peur de les laisser penser qu'ils gagnent. Je me suis demandé si David et Mélissa pensaient que la requête était leur coup de maître. Peut-être que oui, mais les coups de maître fonctionnent dans les 2 sens. 3 jours plus tard, Karl m'a appelé. Hélène, tu voudras peut-être savoir que David est encore passé. Il a acheté une boîte verrouillable. Il m'a dit qu'il devait garder des papiers importants en sécurité avant un grand changement dans la famille. A-t-il dit quel genre de changement? Karl hésita. Il a dit, et je cite, « Une fois que les affaires de maman seront réglées, les choses iront vite. » J'ai raccroché et j'ai appelé Della. Il ne se prépare pas seulement à gagner, dis-je. Il se prépare à emménager dès qu'ils pensent avoir la main. Bien, dit-elle. Laissons-les penser ça.
Le coup n'en sera que plus dur. 2 jours avant la date limite pour répondre à la requête, je suis entré au greffe du tribunal avec Dela et j'ai remis une enveloppe scellée presque aussi épaisse que celle qui m'avait été signifiée. Le greffier l'a tamponnée, l'a classée et m'en a remis une copie. Alors que nous sortions dans l'air froid de janvier, Dela a jeté un coup d'œil de l'autre côté de la rue. La voilà de nouveau, la berline noire. Seulement cette fois, la vitre s'est baissée. David était sur le siège passager. Il m'a regardé, a souri comme s'il avait déjà gagné et s'est tapoté le côté de la tête. J'ai souri en retour, parce qu'à ce moment-là, je savais quelque chose qu'il ignorait. La trace écrite travaillait déjà contre lui. 2 jours après avoir déposé la réponse, je taillais les rosiers dans le jardin quand j'ai vu une berline noire familière ralentir et s'arrêter devant ma maison. David est sorti, fermant la portière plus fort que nécessaire. Il n'a même pas regardé les fleurs d'Henri. Il a juste marché droit sur le sentier avec le genre de pas rapide et serré qui me disait qu'il avait répété ce moment dans sa tête. « Maman, dit-il, la voix sèche. »« David. » L'air entre nous était froid, et pas seulement à cause de janvier. Il a brandi une enveloppe épaisse, ma réponse au tribunal. « Tu penses que ça va marcher ?» J'ai posé mon sécateur sur la rampe du porche. « Je ne sais pas, dis-je calmement. Mais c'est la vérité. C'est tout ce dont elle a besoin. » Il s'est approché d'un pas. Son eau de Cologne était forte. Trop forte pour le matin. Tu as rendu les choses plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. Mélissa et moi, on aurait pu tout gérer. Tu n'aurais pas eu à t'inquiéter des factures, des réparations. Je ne m'inquiète pas des factures, David, l'ai-je interrompu, ma voix calme mais ferme. Je m'inquiète d'être effacé de ma propre vie. Pendant une seconde, ses yeux ont vacillé. Mais sa mâchoire s'est de nouveau crispée. Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques. J'ai penché la tête. Peut-être que si. Peut-être que c'est pour ça que je m'y suis préparé. Ça ne lui a pas plu. Il a soutenu mon regard pendant un long moment, puis s'est retourné et est retourné à la voiture sans un mot de plus. Cet après-midi-là, Dela a appelé. Ils l'ont lu, dit-elle sans préambule. Et ils sont secoués. Comment le sais-tu? Un ami greffier m'a dit que David était là ce matin, demandant comment accélérer les audiences. Il essaie d'avancer la date, ce qui signifie qu'il s'inquiète de ce que tu pourrais avoir d'autre. Un coin de ma bouche s'est soulevé. Il devrait. 3 jours plus tard, Karl de la quincaillerie est passé. Hélène, je ne devrais probablement pas dire ça, mais Mélissa est passée hier. Elle a acheté une nouvelle serrure pour un box de stockage. Elle était au téléphone et j'ai entendu quelque chose à propos de récupérer les papiers de la maison avant qu'elle ne les déplace. J'ai haussé un sourcil. Un box de stockage. Karl a hoché la tête. Sur l'avenue Ridgeway, le genre avec accès direct en voiture. J'ai appelé Dela immédiatement. Elle déplace quelque chose, dis-je. Ou prévoit de le faire. C'est très bien, répondit Dela. Parce que quoi qu'elle pense déplacer, ça ne les aidera pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te souviens quand nous avons mis en place cette fiducie pour la maison, celle sur laquelle Henri avait insisté? Oui. Eh bien, le mois dernier, je t'ai fait signer un amendement transférant le titre de propriété de ton nom directement sous la clause de protection de la fiducie. Ce n'est plus ton actif. C'est une entité juridique distincte. Même s'il gagnait la tutelle, il ne pourrait pas y toucher sans une toute autre affaire judiciaire. J'ai expiré lentement. Alors, il court après de la fumée. Exactement. Et plus ils se concentreront là-dessus, moins ils verront ce qui se passe réellement. Ce soir-là, je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai laissé mon esprit vagabonder vers la maison de Bellevue. Henri et moi l'avions achetée l'été après la naissance de David. Elle était petite à l'époque, juste 2 pièces et un porche, mais elle était située sur une crête qui captait la lumière du soir d'une manière qui faisait briller toute la vallée. Henri l'aimait tellement qu'il fredonnait quand nous montions la route sinueuse, la même mélodie à chaque fois. Nous avions passé des décennies à la rénover. Un nouveau toit, un poêle à bois, une terrasse panoramique. La dernière chose qu'Henri a dite à ce sujet, des mois avant de mourir, était « Promets-moi que tu ne la laisseras jamais tomber entre de mauvaises mains. » J'avais promis, et je le pensais. Quelques soirs plus tard, je suis allé me promener pour m'éclaircir les idées. En passant devant le café du coin, j'ai vu Mélissa par la fenêtre. Elle était penchée vers un homme que je ne reconnaissais pas, faisant glisser un dossier sur la table. Il y a jeté un coup d'œil, puis a hoché la tête.
Je ne me suis pas arrêtée, je n'ai pas regardé fixement, j'ai juste continué à marcher. Mais l'image est restée dans mon esprit tout le chemin du retour. Mélissa passant ce dossier comme un témoin dans une course de relais. 2 jours après cela, l'avis d'audience est arrivé, reporté au mardi suivant, dans moins d'une semaine. Je l'ai apporté directement au bureau de Della. C'est une bonne chose, dit-elle. Ça les force à montrer leur jeu plus tôt. Nous les ferons réagir au lieu de dicter le rythme. Elle se pencha en avant. Hélène, je veux que tu sois prête pour une dernière chose. S'ils pensent qu'ils sont en train de perdre, ils pourraient tenter quelque chose dans un lieu public, quelque chose pour te faire paraître instable avant l'audience. Je fronçai les sourcils. Comme quoi? Ça pourrait être n'importe quoi. Une accusation soudaine, un incident qu'ils prétendent s'être produit devant des témoins. Ne leur donne juste aucune ouverture. Le lendemain, je suis allée au centre communautaire pour le petit déjeuner mensuel des anciens combattants. J'avais manqué les derniers mois, mais je voulais que les gens me voient, vifs d'esprit, stables, engagés. Ça a marché. J'ai serré des mains, raconté des histoires et même aidé à organiser les billets de tombola. De vieux amis comme Marc et Édouard ont ri avec moi autour d'un café brûlé. Et les nouveaux venus ont écouté poliment pendant que je parlais du projet de jardinage que nous avions lancé il y a longtemps. Chaque poignée de main était plus qu'une simple salutation. C'était un rappel à la salle que je faisais partie de cette communauté, pas une recluse perdant la tête. En sortant, j'ai vu Eliane de la quincaillerie. J'ai entendu dire qu'il y avait des histoires de famille, dit-elle doucement. Si tu as besoin de quelqu'un pour témoigner pour toi, tu sais que je suis là. Je l'ai remercié. Une autre pièce sur l'échiquier. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, la voix de Mélissa s'est fait entendre, douce mais cassante. Hélène, je voulais juste dire que quoi qu'il arrive au tribunal, nous espérons que tu comprendras. C'est pour ton bien. J'ai laissé le silence s'étirer. Ce qui est drôle avec mon bien, Mélissa, c'est que d'habitude, c'est moi qui décide ce que c'est. Son ton s'est durci. Nous verrons ce que le juge en pense. Elle a raccroché. Pendant un long moment, je suis restée assise là. Le feu était bas, projetant des ombres sur les murs. À l'étage, la lettre d'Henri était toujours dans la boîte verrouillée. Les papiers de la fiducie de la maison étaient dans le coffre-fort de Della. Et le reste, la partie qu'il ne connaissait pas encore, était toujours en mouvement. Car pendant que David et Mélissa couraient après la maison de Bellevue, je m'assurais que le reste de mes actifs, la maison, les comptes, même la voiture étaient alignés sous la même structure de protection. Au moment de l'audience, il n'y aurait plus un seul bien à mon nom qui vaille la peine de se battre. C'était la partie qu'il ne verrait jamais venir. Pas avant qu'il ne soit trop tard. Le samedi avant l'audience, je me suis retrouvée garée à un demi-pâté de maison de chez David, moteur éteint, observant la douce lumière d'hiver se déverser sur leur Porsche. Je n'étais pas là pour espionner au sens habituel du terme. Je voulais juste voir comment il se comportait quand il pensait que personne ne regardait. À travers les branches nues, j'ai vu Mélissa porter une pile de boîtes vers le SUV, son téléphone coincé entre son épaule et son oreille. Elle parlait vite, hochant la tête à quelqu'un que je ne pouvais pas entendre. David est sorti un instant plus tard, tenant ce qui ressemblait à une mallette. Il la lui a tendue, et ils ont échangé quelques mots rapides avant de rentrer. De là où j'étais assise, la scène semblait presque banale, mais j'avais appris que les moments ordinaires cachaient souvent les intentions les plus profondes. Je suis restée juste assez longtemps pour les voir partir en direction du box de stockage de Ridgeway, celui que Karl avait mentionné. Mes doigts tapotaient le volant, non pas par nervosité, mais par une conscience lente et brûlante qu'ils étaient toujours convaincus que la maison était leur billet gagnant. Je les ai laissés partir sans les suivre. Au lieu de cela, je suis rentrée chez moi, j'ai mis la bouilloire en marche et je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes. Le feu crépitait dans le salon. Sur la page, j'ai commencé à lister toutes les personnes qui m'avaient vue au cours des 2 dernières semaines. Au café, à la quincaillerie, au petit déjeuner des anciens combattants, avec les dates et les heures. Ce n'était pas de la paranoïa. De là avait été clair. S'ils essaient de vous dépeindre comme instable, nous aurons besoin de témoins crédibles qui peuvent dire le contraire. Date, heure, interaction. Plus c'est ordinaire, mieux c'est. Alors je les ai notés, même les plus petites rencontres. Eliane de la quincaillerie. Marc du petit déjeuner. Le facteur qui avait discuté de la tempête de neige. Chaque nom était une brique dans le mur que je construisais. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Eliane.
Hélène, tu ne vas pas le croire, mais Mélissa est passée aujourd'hui avec un porte-bloc. Elle demandait si quelqu'un t'avait remarqué agissant de manière confuse ces derniers temps. J'ai gardé un ton léger. Et que lui as-tu dit? Que tu as été plus vive que la plupart des gens de la moitié de ton âge. Hélène, elle cherche les ennuis. Je sais, dis-je. Laisse-la chercher. Elle n'est pas au bon endroit. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis sortie sur le porche, l'air vif dans mes poumons, et j'ai laissé mes yeux errer sur le jardin sombre. Henri disait que l'hiver était le moment où la vérité se montrait. Les arbres nus, sans feuilles pour se cacher. Debout là, je sentais la vérité aussi clairement que le givre sous mes pieds. David et Mélissa ne veillaient pas sur moi. Ils veillaient sur eux-mêmes. Et quelque part en chemin, ils s'étaient convaincus que ces deux choses étaient les mêmes. Lundi matin, Della a appelé. Ils ont déposé un addendum d'urgence, dit-elle. Ils prétendent que vous avez pris des décisions financières imprudentes. Ils citent la vente du vieux pick-up et le don au fonds des anciens combattants. J'ai prescrit. J'ai vendu le pick-up parce que je ne peux pas conduire deux véhicules à la fois, et j'ai fait un don au fond parce que j'y crois. Je sais, dit Della. Mais ils essaient de le présenter comme un comportement impulsif. Nous allons contrer avec la preuve que c'était des décisions planifiées et logiques. As-tu encore l'acte de vente du camion? Dans le classeur, deuxième tiroir. Bien. Apporte-le demain. Cet après-midi-là, en triant le classeur, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas regardé depuis des mois. Une photographie d'Henri et moi sur la terrasse de la maison de Bellevue, prise l'été avant le mariage de David. Ses cheveux étaient pris dans le vent, son sourire facile. David avait été là ce week-end-là aussi. Bien que sur la photo, il se tenait à l'écart, consultant son téléphone. Je me suis souvenu avoir pensé, même à l'époque, qu'il dérivait déjà dans l'orbite de Mélissa. Elle avait une façon d'attirer les gens, de leur faire croire que son approbation était la chose la plus précieuse qu'ils pouvaient posséder. Mardi soir, alors que je fermais tout pour la nuit, on a frappé à la porte. Quand j'ai ouvert, David était là, les mains dans les poches de son manteau. « Maman », commença-t-il, « nous organisons une petite réunion demain soir. Amis, voisins. Mélissa a pensé que tu aimerais venir. Je l'ai étudié. Demain soir? C'est la veille de l'audience. » Il a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Exactement. Une chance de mettre les choses au clair, de montrer à tout le monde que nous sommes sur la même longueur d'onde. L'invitation relevait moins de l'hospitalité que de l'image. Je le voyais aussi clairement que le givre sur la fenêtre. Si je venais et que je disais quelque chose qu'ils pouvaient déformer, ils auraient leurs preuves. Si je ne venais pas, ils diraient que je m'isolais. J'y réfléchirai, dis-je. Cette nuit-là, j'ai appelé Della. N'y va pas, conseilla-t-elle immédiatement. Il prépare le terrain. Toute réunion amicale la veille d'une audience n'est pas amicale. Alors je n'y suis pas allée. Au lieu de cela, je me suis assurée d'être vue ailleurs, au centre des anciens combattants, aidant à décharger des manteaux donnés, discutant avec des gens qui se souviendraient exactement où j'étais. Le matin de la réunion, je suis passée par la rue de David en rentrant des courses. Des voitures bordaient la rue. Par la fenêtre, j'ai vu Mélissa dans une robe rouge vif riant avec un groupe de voisins. David servait des boissons. De temps en temps, l'un d'eux jetait un coup d'œil vers la porte comme s'ils attendaient quelqu'un, moi, je suppose. J'ai continué ma route. Le lendemain, Karl m'a arrêté devant la poste. « Hélène, tu as manqué une sacrée soirée, dit-il. Mélissa racontait aux gens que tu avais des pertes de mémoire. » David avait l'air mal à l'aise, mais il ne l'a pas arrêté. Je l'ai remercié, bien que ma poitrine se soit serrée. C'était une chose de soupçonner qu'ils essaieraient de me saper. C'en était une autre d'entendre avec quelle désinvolture il l'avait fait. Cette nuit-là, j'ai parcouru le dossier une dernière fois. Chaque reçu, chaque document notarié, chaque attestation d'amis et de voisins, tout était là. Et niché entre les pages se trouvait le document de la fiducie pour la maison, un rappel silencieux que tout ce qu'ils voulaient n'était pas à leur portée. Avant de me coucher, j'ai écrit une note et je l'ai glissée dans la poche intérieure de ma veste pour le lendemain. Ce n'était pas pour le tribunal. C'était pour moi. 3 mots. Henri serait fier. Je voulais les porter avec moi. Un bouclier contre la tempête que David et Mélissa prévoyaient d'amener dans cette salle d'audience. Quand j'ai finalement éteint la lumière, la maison était silencieuse. Le genre de silence qui me paraissait autrefois lourd. Mais ce soir, il ressemblait à de la préparation,
comme le calme avant le retournement de la marée. Parce que demain, les lignes seraient tracées. Et cette fois, je n'entrais pas dans leur jeu sans être préparé. J'apportais mon propre plateau, mes propres règles, et ils ne verraient le dernier coup que lorsqu'il serait déjà joué. Le palais de justice sentait légèrement le vieux papier et le café qui avait trop attendu sur une plaque chauffante. La lumière filtrait par de hautes fenêtres, découpant des bandes sur les bancs en bois poli. Je me suis assise à la table de la défense, à côté de Dela. Mes mains croisées, les yeux fixés sur le grain de la table. De l'autre côté de l'allée, David et Mélissa chuchotaient à leur avocat. Un homme aux cheveux gominés dans un costume bleu marine qui semblait tout droit sorti d'une publicité pour des services financiers. Les ongles rouges de Mélissa tapaient un rythme impatient sur la coudoir. David n'arrêtait pas d'ajuster sa cravate, jetant des regards vers moi, puis les détournant. L'huissier a appelé à l'ordre, et la juge, une femme dans la soixantaine. Regard stable et imperturbable, a pris place. Elle a parcouru le rôle, puis a regardé directement les avocats. « Procédons », dit-elle. L'avocat de David a commencé. Sa voix était douce, presque répétée. « Votre honneur, mes clients sont profondément préoccupés par le bien-être de Madame Whitman. Ils ont observé des schémas de prise de décision erratiques, vente d'actifs de valeur, dons importants sans consulter la famille, et plus particulièrement, tentative de transfert de propriété dans des circonstances douteuses. Ils craignent pour sa capacité à gérer ses affaires et souhaitent être nommés ses tuteurs légaux pour assurer sa sécurité et préserver son patrimoine. » Il s'est assis comme s'il venait de conclure sa plaidoirie. Mélissa lui a tapoté le bras, comme si la performance avait été impeccable. Dela se leva lentement, rassemblant ses notes. « Votre honneur, ma cliente, Madame Whitman, a été la cible d'une tentative calculée de la priver de son autonomie et de ses biens. Les prétendus schémas cités par les demandeurs ne sont rien de plus que des décisions responsables prises par une adulte compétente. Nous allons démontrer que les allégations contre elle sont infondées et que le véritable motif ici est le contrôle, en particulier le contrôle d'une maison au bord d'un lac qui appartient à la famille de Madame Whitman depuis des décennies. » La juge hocha la tête. « Poursuivez. » Nous avons commencé par les reçus. La vente du vieux pick-up, un acte de vente en bonne et due forme, notarié, avec la déclaration de l'acheteur que la transaction avait été organisée des semaines à l'avance. Puis le don au fonds des anciens combattants. Une correspondance documentée montrant qu'il faisait partie d'une contribution annuelle planifiée, quelque chose qu'Henri et moi faisions depuis des années. Mélissa s'est agitée sur son siège à chaque fois qu'un papier glissait sur le banc de la juge. David fixait droit devant lui, la mâchoire crispée. Puis sont venus les témoins. Eliane de la quincaillerie a pris la barre, racontant comment elle m'avait parlé à plusieurs reprises au cours du mois dernier, chaque interaction étant claire et cohérente. Marc du petit déjeuner des anciens combattants m'a décrite organisant les dons de manteaux, gérant les feuilles d'inscription et même le taquinant sur sa terrible écriture. Chaque témoignage était une brique dans le mur que Dela avait promis de construire. À mi-parcours, l'avocat de David a tenté de contre-attaquer. « Madame Whitman, n'est-il pas vrai que vous avez récemment égaré des documents importants et avez dû appeler votre fils à l'aide ?» J'ai soutenu son regard. J'ai égaré une facture d'électricité. Je l'ai retrouvée 10 minutes plus tard sous le journal. Si c'est un motif d'incompétence, votre honneur, alors la moitié de la région devrait être sous tutelle. Une vague de rire discret a parcouru la salle d'audience. Même la bouche de la juge a tressailli. Mais le véritable tournant est survenu lorsque Dela a appelé Karl. Il a pris la barre, les épaules larges dans sa flanelle repassée, et a prêté serment. « Monsieur Thompson, commença Dela. Vous m'avez mentionné avoir été témoin d'une conversation au box de stockage impliquant les demandeurs. Pourriez-vous la partager avec le tribunal ?» Karl hocha la tête. « Oui, madame. J'étais là pour déposer des outils. J'ai entendu Mélissa dire à David qu'une fois les papiers signés, il pourrait mettre la maison en vente et se partager l'argent avant le printemps. Elle a dit, et je cite, « Il nous remerciera plus tard, quand il sera dans un endroit sûr. » L'atmosphère dans la salle a changé. La tête de Mélissa s'est tournée brusquement vers David. Le visage de David est devenu cramoisi. Leur avocat a objecté, mais la juge a rejeté l'objection. « Monsieur Thompson, dit la juge, vous êtes certain de ce que vous avez entendu ?» Clair comme de l'eau de roche, répondit Karl. Ça ne ressemblait pas à de l'inquiétude pour son bien-être, à mon avis. On aurait dit qu'il planifiait une vente. À partir de ce moment, le vent a tourné en notre faveur.
De là à guider la juge à travers les documents de la fiducie pour la maison, montrant comment elle était protégée de la vente sans mon consentement direct. Elle a souligné le timing suspect des inquiétudes, toutes apparues juste après que Mélissa ait appris que la maison ne faisait pas partie de la succession dont il pourrait hériter. Quand ce fut mon tour de parler, je suis restée simple. J'ai 72 ans. J'ai travaillé toute ma vie, servi mon pays et payé mes factures à temps. Je ne suis pas parfaite, mais je suis capable de prendre mes propres décisions. Mon mari et moi avons construit cette maison comme un lieu pour la famille, pas comme une monnaie d'échange. Si mon fils et ma belle-fille ne peuvent pas l'accepter, c'est leur choix. Mais ils n'ont pas le droit de me prendre le mien. La juge s'est adossée, silencieuse pendant un long moment. Puis elle a parlé. Madame Whitman, sur la base des preuves et des témoignages présentés, je ne trouve aucun motif pour accorder la requête de mise sous tutelle. De plus, j'émets une ordonnance de protection empêchant les demandeurs d'interférer avec vos biens ou vos décisions financières. Le tribunal conseille vivement aux deux parties de chercher une aide psychologique s'ils souhaitent réparer leur relation, bien que je note que cela est en dehors de la juridiction du tribunal. Son marteau est tombé avec un son qui, pour moi, ressemblait à un verrou se mettant en place. Les épaules de David se sont affaissées. Mélissa lui a chuchoté quelque chose de sec à l'oreille, mais il ne l'a pas regardé. Leur avocat a commencé à rassembler ses papiers, son expression déjà tournée vers le prochain cas. De là s'est tournée vers moi, son sourire petit mais certain. « C'est fini », dit-elle. En sortant de ce palais de justice, le soleil d'hiver semblait plus chaud qu'il n'en avait le droit. L'air froid a frappé mes poumons, propre et vif. J'ai regardé David et Mélissa devant nous, leurs pas rapides, leurs têtes rapprochées. Ils ne se sont pas retournés. Karl m'a tapé sur l'épaule. « Tu as tenu bon, Hélène. Henri serait fier. » J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de tisane, la maison silencieuse autour de moi. La victoire juridique était satisfaisante, oui, mais plus que cela, c'était la certitude, la vérité inébranlable que je n'avais pas été effacée, que ma voix portait encore. Sur le comptoir, la photographie d'Henri captait la lumière de la lampe. J'ai imaginé son sourire, non pas triomphant, mais stable, comme le lac par un matin sans vent. Je n'ai pas célébré avec du champagne ou un dîner chic. Je suis juste allée me coucher en sachant qu'à mon réveil, ma vie serait toujours la mienne. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le matin après la décision du tribunal, je me suis réveillée avant le lever du soleil. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Un instant, je suis restée immobile, écoutant le silence. Pas de téléphone vibrant sur la table de chevet. Pas de coup à la porte. Juste le bourdonnement du chauffage et le faible tic-tac de l'horloge de la cuisine. J'ai fait du café comme Henri le faisait. Une cuillère bombée de marc, une pincée de cannelle, un lent filet d'eau chaude. L'odeur a rempli la cuisine, riche et familière. J'ai emporté la tasse sur le porche arrière, où l'air était assez froid, pour me piquer le visage, et j'ai regardé les premières lueurs toucher le lac. Il semblait différent maintenant. Non pas parce que l'eau avait changé, mais parce que j'avais changé. Le poids que j'avais porté ces derniers mois, la peur de perdre non seulement la maison, mais aussi mon mot à dire dans ma propre vie, avait disparu. Pas oublié, mais disparu. J'avais des projets pour la journée. Des petits projets. J'avais promis à Karl de le retrouver au centre des anciens combattants pour aider à réparer un toit qui fuyait. Puis, peut-être que je m'arrêterais à la quincaillerie pour voir si Eliane avait encore ses planches de cèdre en promotion. De petites choses, mais de petites choses qui m'appartenaient à nouveau. Vers 9 heures, le téléphone a sonné. J'ai reconnu le numéro, mais je n'ai pas répondu. Le message vocal est arrivé quelques minutes plus tard. La voix de David, sèche et prudente. « Maman, il faut qu'on parle. Mélissa et moi, on a fait des erreurs. Appelle-moi. » J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Je n'ai pas effacé le message, mais je n'ai pas non plus rappelé. Pas encore. J'avais passé trop de mois à réagir à leurs actions. Maintenant, j'agissais selon mes propres termes. Plus tard dans la matinée, je suis allée en voiture jusqu'à la maison de Bellevue. La neige crissait sous les pneus alors que je tournais sur la route étroite. L'endroit se tenait tel que je l'avais laissé. Les pins ployant sous un poids blanc. Le porche balayé de ma dernière visite. J'ai déverrouillé la porte, et le grincement familier des gonds m'a semblé être un salut. À l'intérieur, l'air était froid, mais la vue m'a réchauffé. La couette qu'Henri avait faite était toujours pliée sur le canapé. La photo de nous le jour où nous avions commencé les travaux,
moi en bottes de travail, lui en chapeau de soleil, était accroché près de la cheminée. J'ai allumé un feu à l'ancienne, empilant le petit bois comme il faut. Les flammes ont pris rapidement, crépitant et envoyant les premiers rubans de chaleur. Je me suis assise, laissant la chaleur pénétrer mes os. À midi, Karl est arrivé avec un thermos de bœuf bourguignon et de bière. « Je me doutais que tu serais ici », dit-il en tapant la neige de ses bottes. « Je me suis dit qu'on pourrait baptiser ta liberté. » Nous avons mangé à la table de la cuisine, la vapeur s'élevant des bols. Karl a parlé du projet de toiture, du nouveau au centre, et de la rumeur selon laquelle Eliane prenait enfin sa retraite. Des conversations normales. Ça faisait du bien. Quand il est parti, je suis descendue jusqu'au quai. Le lac était à moitié gelé, la glace captant le pâle soleil. J'ai pensé aux hivers qu'Henri et moi avions passés ici, à patiner jusqu'à ce que nos orteils soient engourdis, puis à nous réchauffer près du feu. Il disait toujours que cet endroit avait un cœur qui battait. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que c'est ce battement de cœur qui m'a fait continuer à me battre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas de David, de Mélissa. Manuscrite, 3 pages. Elle y parlait de son éducation, d'avoir vu ses parents se disputer pour des biens, de son désir de sécurité pour elle et David. Elle a admis qu'elle avait mal géré les choses, mais sans jamais vraiment s'excuser. Elle a demandé si nous pouvions trouver un moyen d'aller de l'avant. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié soigneusement et je l'ai mise dans le tiroir avec le reste des reçus de bois de chauffage de l'hiver. Certaines choses pouvaient attendre. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à penser à mes actifs, j'avais pensé à ma vie. La semaine après l'audience, j'ai de nouveau rencontré Della. Nous étions assises dans son bureau, des papiers étalés sur le bureau. « Tout est en ordre, Hélène, dit-elle. La fiducie est blindée. Personne ne touche à la maison sans votre accord. » J'ai hoché la tête. « Bien. Mais je veux aller plus loin. » Elle a haussé un sourcil. « Comment ça ? » « Je veux faire en sorte qu'après ma mort, la maison devienne un lieu de retraite pour les anciens combattants et leurs familles. Pas de vente, pas de propriété privée. Elle reste ce qu'elle a toujours été, un endroit où les gens peuvent se sentir entiers. » Son sourire fut lent mais sincère. « Cela peut se faire. » Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à passer janvier et février, non pas à m'inquiéter de qui pourrait me prendre quelque chose, mais à construire quelque chose qui nous survivrait tous. En mars, j'ai organisé le premier week-end de retraite. 10 vétérans, certains avec leurs conjoints, quelques-uns avec des enfants. Nous avons cuisiné sur le brasero, échangé des histoires et réparé la vieille motoneige. Un soir, un jeune père m'a dit que c'était la première fois depuis des années qu'il sentait que sa famille avait sa place quelque part. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste hoché la tête. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est encore apaisé. Le printemps est arrivé et avec lui, un coup inattendu à la porte de ma maison. J'ai ouvert pour trouver David debout, seul, les mains dans les poches de sa veste. « Maman, dit-il, sa voix plus basse que dans mes souvenirs. J'ai entendu parler de ce que tu fais ici avec les vétérans. Je trouve ça bien. » Nous sommes restés là un moment, le silence lourd mais pas hostile. « Je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit, » ajouta-t-il. « Juste pour dire que je suis désolé. » Ce n'était pas suffisant pour défaire ce qui avait été fait, mais c'était un début. Après son départ, je suis retournée sur le quai. Le lac dégelait, la glace se brisant en éclats scintillants. J'ai pensé à Henri, au Noël qui avait tout commencé, à l'enveloppe qui m'avait semblé être la fin de quelque chose. Maintenant, je la voyais pour ce qu'elle était, le début. La vengeance avait été silencieuse, légale et complète. Mais la vraie victoire, c'était ça. Assise sur mon quai, dans ma propre vie, sachant que j'avais choisi chaque étape qui m'avait menée ici. Le lac clapotait doucement contre la rive. Quelque part, un plongeon a crié, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie en paix. C'était ma fin, et mon commencement. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la playlist qui s'affiche maintenant à l'écran.